S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, je reçois un autre CEO avec qui je suis en contact depuis quelques mois, chez qui j'ai squatté alors qu'il ne le savait pas. Bref, j'ai le plaisir de recevoir le CEO de Morning. Comment ça va? Ça va bien, merci de m'accueillir sur ton podcast. Écoute, merci de m'accueillir toi en fait. On est où Clément? Raconte. On est un peu chacun chez soi. Ouais, non, là je suis chez toi. On est où? Dis-moi tout. On est chez Morning Concorde, qui est un peu le joyau de la couronne. C'est le plus beau à Paris? C'est pas forcément le plus beau, c'est le plus prestigieux parce qu'on est place de la Concorde et forcément c'est assez chouette. On a une belle fenêtre avec la vue sur la place, c'est assez magnifique. Il se passe des belles choses à l'Assemblée alors en ce moment? Écoute, ouais, j'ai une vue directe. Tu les espionnes? Ouais, bien sûr. Non, voilà, c'est un bel espace, il y a des belles hauteurs. Et on a des belles boîtes aussi ici, il y a un bon mix, donc non, c'est très chouette. Moi, j'adore cet espace. En tout cas, je peux te dire qu'on est bien accueillis, et je le dis à toutes les personnes qui nous regardent, mais c'est drôle, je pense que les 3/4 des personnes qui sont dans l'écosystème startup connaissent Morning. J'ai une question à te poser. Je veux te titiller, on va parler de WeWork. Direct, on va mettre les pieds dans le plat. Est-ce que le crash de WeWork t'a fait peur? Et t'a fait remettre en question peut-être? Te remettre en question? Non, parce que je connais bien ma boîte, je connais bien la valeur de ce que j'offre. Non, en revanche, ça secoue forcément le marché. Et le marché étant un peu secoué, ça peut m'amener du plus et du moins. Par exemple, les bailleurs qui voient que l'un des leaders du secteur, il ne faut pas oublier qu'il y a Regus quand même, qui est quand même là depuis longtemps et qui a un modèle bien établi. Mais quand évidemment les gros propriétaires de la place et du monde voient un acteur aussi gros s'écrouler, ils se posent la question du modèle, ils se posent plein de questions. Et donc forcément, ils me posent des questions et du coup, ils ont potentiellement plus peur de me louer des bâtiments. Un peu de frilosité, voilà, c'est ça. Méfiance. Mais bon, c'est pas la première fois. Hein, et tu as su les convaincre? Ouais, et puis de toute façon, ils voient bien qu'on leur montre nos comptes. On leur montre qu'on est bon, quoi, et que ça marche. Puis c'est pas la première fois. WeWork a déjà eu des problèmes au moment de sa fausse introduction en bourse en 2019. C'est les débuts du crash, quoi. Voilà. Donc ça fait un moment où on a vécu le début, la montée en flèche de WeWork. C'était intéressant, un peu perturbant, mais c'était bon pour notre marché. On va pas se mentir, ils ont ouvert quand même pas mal la voie. Nous, on s'est mis dans leur roue. Ça a fait des remous, mais c'était intéressant. Et puis là, la chute. Et ouais, ça va. Franchement, ça va. Je pense que les gens te disent, je m'y attendais. De toute façon, c'est pas possible. Ouais. Voilà. Et donc, ils ont quand même compris que ce qu'on faisait avait de la valeur, qu'il y avait un marché. Et donc, ils ont des doutes sur le business model. Mais on arrive à les rassurer. Bon, on va en parler. Moi, j'ai quand même une mini question à te poser là-dessus. On est à Paris. Je suis parisien, donc je me balade dans la ville. Je vois en fait donc WeWork depuis 2019 qui dégringole. Pourtant, les offices sont toujours présents. Ma question, elle est toute simple. Est-ce que quand les gens viennent te voir, souvent ils comparent avec WeWork et ils essayent de voir, tu vois, est-ce que c'est vous les deux leaders encore du marché parisien? Ouais, forcément, il y a une comparaison en permanence. T'es le WeWork parisien, t'es le WeWork français. Français surtout. Voilà. On n'est qu'à Paris, donc voilà. Vous êtes qu'à Paris? Ouais, on n'est qu'à Paris. Paris, un peu première couronne. Oui, il y a une comparaison permanente.
Je pense que la meilleure comparaison, c'est celle des clients qui sont quand même assez dithyrambiques sur notre service et sur la Qu'est-ce qualité qu'ils de nos préfèrent? espaces. Ouais, c'est quoi? Globalement, ils viennent chez nous. Non seulement WeWork a fermé des espaces et donc on s'est retrouvé avec des clients de chez WeWork qui venaient chez nous. Ah, intéressant. Et puis surtout, j'ai quand même pas mal de clients qui viennent chez nous et qui disent on est quand même mieux chez vous. Chez WeWork, il y a moins de services, on est beaucoup plus serré. Voilà, il y a moins de qualité perçue. La bière est gratuite, mais bon. Mais ça c'était fait leur pas tout, truc quoi. à l'époque. Voilà. Non, mais c'est tellement drôle. À 17h, je crois que c'était ça. Et du coup, ils étaient connus pour ça. Alors que pour moi, quand je suis allé la première fois, c'est là où j'ai découvert. J'étais allé chez Google voir ma sœur qui y bossait. Et tu sais, tout est gratuit sur place. J'étais choqué déjà à l'époque. Ouais. Et donc ça m'avait ouvert tout ça. Bref, le but de ce podcast, il n'est pas du tout d'essayer de comprendre est-ce que Morning est un succès? Oui. Mais comment tu l'as réussi? Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout toi. Comment tu t'es construit? Pourquoi tu continues cette aventure? Comment tu as fait face peut-être aux obstacles? Et en fait, c'est vraiment faire un tour dans ta tête, car ce podcast s'appelle Dans la tête d'un CEO. Mais on va remettre les termes, on va remettre les bases pour que les gens restent bien jusqu'à la fin. Balance-nous les chiffres que tu peux nous donner. Combien de CA, combien de clients, combien de bureaux? Alors, j'ai pas le droit de donner des chiffres trop précis parce que j'ai un actionnaire qui est coté en bourse, mais On va pas faire d'inside trading. C'est à peu près 400 personnes. En interne, ok. En people, on a une 50aine d'espaces à Paris sur 130 000 m². C'est à peu près 12-13 000 personnes qui viennent bosser chez nous tous les jours. Mm-hmm. Voilà, c'est pas mal comme chiffre déjà. Quel âge? Morning, vous avez Morning, quel âge? on a démarré en fin 2012. Donc, quand même, hein. Ouais. Et l'activité d'exploitation, elle est plutôt en 2014 qu'elle a vraiment démarré. Ok. Donc on a une grosse dizaine d'années sur l'activité morning d'exploitation. On a aussi dans le groupe une boîte qui s'appelait Bureau à partager et qui s'appelle maintenant Ubique. Ok. Et voilà. Donc, C'est vrai qu'on l'a même pas dit, mais Morning, on l'a même pas présenté. ça serait bien de présenter Morning. C'est comme si on le savait déjà. Non, c'est stylé. Non mais attends, dis-moi si je le fais bien, parce que les gens, je suis sûr, tu connais mieux ma boîte que moi. Hein, eh ben on va voir ça. C'est un espace de coworking, mais pas du tout que. Ce sont aussi des bureaux. Je pense que ça abrite des créateurs, donc c'est de la création et c'est le but qu'on y ait un peu d'effervescence. C'est dans des magnifiques lieux, c'est français. Ça va, c'est pas mal ou pas? Ouais, c'est bien. Vous êtes attractif niveau price? Ça dépend où tu vas. Hein. Ici, à Paris, à la Concorde, c'est un peu plus cher que si tu vas à Porte de Bagnolet. On salue ceux qui sont à Porte de Bagnolet. J'adore l'espace Porte de Bagnolet, il est au top. Mais forcément, il est un petit peu moins demandé qu'au centre de Paris. On est entre 400 et 1500 euros du poste. Donc, ah ouais, il y a quand même une marge. Ah oui, c'est très beau. Raconte-moi comment t'es tombé dans l'entrepreneuriat, si on prend une step de recul. Tu vois. Alors, moi, c'est plutôt un état d'esprit. J'ai toujours aimé porter des projets, avoir des idées et les mettre en place. J'ai pas trop peur de me casser la gueule et de prendre des risques. Ça fait partie de ma nature. Donc déjà, très jeune, je faisais des projets. L'entrepreneuriat, finalement, c'est des projets que tu mènes à bien. Et d'ailleurs, c'est drôle quand on dit qu'on monte une boîte. Tu sais, je sais pas si tu as déjà entendu ça, des gens qui pitchent et qui disent mon projet. Et bon, on m'a déjà dit non, on dit pas que c'est un projet parce que ça fait petit, tu vois. Ouais. Alors qu'en vrai, tout commence d'une idée, d'un projet. C'était quoi tes projets, toi, à l'époque, quand tu étais petit? Je pense que mon premier projet entrepreneurial, c'était à 10 ans de faire des petites boîtes en papier et de mettre des trucs sans bon à l'intérieur et d'aller rue du Commerce les vendre au magasin. Enfin, tu vois, et tu mettais quoi dedans? J'ai pas. Tu sais, des fleurs séchées qui sentent bon là. Et puis je vendais ça, je sais plus combien. J'ai grandi à côté de rue du Commerce, moi en plus. Ouais, à moi de piquer quoi. Voilà, et puis j'avais gagné, je sais plus combien, mais ça avait permis de m'acheter ma première moto. J'arrivais la bouche en cœur dans le magasin en disant que je voulais apprendre à parler anglais, faire un voyage, et puis voilà, c'était pour acheter ma moto quoi. Attends, mais on est tous des pirates, hein, faut pas se mentir. Claire, putain, je regardais un podcast, je lui ai dit je suis un pirate. Je dis ça, c'était avec Sorar. Attends, j'ai pas compris. 10 ans tu commences à faire ça, mais ta moto tu l'achètes à quel âge? À 12-13 ans, en Espagne c'était assez libre, j'avais un peu d'attitude. Heureusement que je pose les questions, sinon moi je vois ça à 18 ans, je comprends pas. Non, c'était en Espagne, c'était à la campagne, donc j'avais... Ok. Je touchais pas par terre quand je montais dessus. Ouais. Je veux comprendre une chose, t'as 10 ans, t'as 10 piges,
t'es un mioche, t'es un mini-moise. Ouais. Déjà, c'est quoi ton rapport à l'argent? Et en quoi tu te sens légitime, non pas de construire une petite boîte en papier, de faire ce produit, mais de convaincre des gens? Honnêtement, c'est là où je te parle de nature humaine. Je pense que T'as pas intellectualisé. ouais, il y a pas de rationnel. Tu te dis, tiens, si je faisais ça, ça serait sympa, et puis ça me permettrait peut-être d'avoir un petit peu d'argent, et puis tu te fixes un but assez simple. Voilà, tu as un petit objectif. T'en avais un? Bah ouais, c'était acheter Ah bah oui, je suis c'était con. ma moto. Ouais, bien sûr. Donc 2 ans de taf, quoi. Ouais, voilà, et puis tu économises, et puis en fait, bon, à l'époque, quand même, tes parents, ils t'encouragent un peu, et puis... Ils t'encourageaient, tes parents, donc ils ont cette Bah, en tout cas, culture. Ouais. voilà, ils m'achetaient les pots pourris. Il fallait bien quand même que. J'achetais pas les feuilles pour faire les boîtes, ça allait, c'était pas trop cher, mais les pots pourris, ça valait quand même 10 balles. Donc, Mais c'est important parce qu'ils te soutenaient en fait dedans. Donc ils te disaient, t'es Ouais, sur une bonne voie. ouais, d'une façon, ouais, t'as raison. Bien sûr. Ouais. On en parlait, là j'y repense. Alors je suis désolé, je suis en plein montage dedans, mais avec Nicolas Julia de Sorar, qui sort bientôt. Et il raconte dedans que sa fille, je crois qu'il voulait vendre des choses ou même aller dans des brocantes. Et il me racontait qu'en France, enfin c'est pas bien vu quoi. Limite un gosse il fait un gâteau, il doit le donner quoi. Ouais. J'aimerais savoir toi, si tes parents t'avaient pas adulé à ce niveau-là, enfin pas adulé mais mis en... Pas du tout adulé. Ouais, pas Ah du non, tout, non. c'est très mauvais mot. Non, mais mis en confiance en te disant Ouais. que t'étais au bon endroit, tu crois qu'on se parlerait aujourd'hui? Si t'avais pas eu cette expérience à 10 piges, est-ce que tu pourrais être entrepreneur? Je sais pas, je peux pas refaire le truc à l'envers, mais d'une façon générale, le rôle des parents, c'est de soutenir leurs enfants dans voilà, dans leurs projets, dans leur démarche, c'est de pas casser les pattes. C'est le principe quand même de base d'une bonne éducation. Donc voilà, de toute façon, j'avais ça déjà en moi à 10 ans, donc même s'ils m'avaient dit non sur ce projet-là, il y aurait beaucoup Ok, de t'aurais chances forcé que autre chose. j'aurais fait autre chose. Donc, Ils étaient entrepreneurs tes parents ou Pas du tout. commerçants, même pas, rien du tout? pas du tout entrepreneur, ma mère plus que mon père, je dirais quand même, dans l'esprit, plus libre et plus entrepreneuse, mais jamais montée de boîte à proprement dit. Et 10 ans, tu dis que tu n'intellectualises pas, tu te poses pas la question de est-ce que je suis légitime à aller vendre un truc à des vieux quoi, ou des vieilles, enfin des gens plus âgés. Quand on a 10 ans, tout le monde est Non, plus bah vieux. non, tu fais ton truc, tu vois, tu rentres dans 3 boutiques, tu vois qu'il y en a une qui t'achète, et puis tu continues, et puis Donc voilà. le moteur, c'est, on va pas se mentir, c'est l'argent. C'était pas l'argent. Bah la finalité, c'est d'avoir de l'argent pour Ouais, acheter ta moto. Ouais, mais en fait, c'est pas le vrai moteur. Le vrai moteur, c'est de réaliser ton idée et te dire, tiens, c'est une bonne idée, je vais la tester, je vais le faire. Et en fait, le principe d'avoir une idée et de la réaliser, je pense, dans mon fort intérieur, c'est ça la réussite. Après qu'en découle de l'argent, évidemment que tu as mis cet objectif, et qu'un des objectifs, c'est d'arriver à faire 2 fois ce que tu as investi avec ton papier et tes fleurs séchées. Mais en fait, c'est d'y arriver qui est cool. C'était la moto, c'était pas d'acheter 3 motos derrière, quoi. Voilà, la Ok. moto, ça suffisait, et puis j'y serais pas arrivé. Enfin voilà, c'est le projet qui est chouette. C'est le chemin en fait qui est intéressant. Juste parler, vu que je te parle d'argent, Ouais. et on va y tenter de manière, on va revenir sur Morning, hein, tu l'auras compris. Et d'ailleurs, je n'oublie pas, mais je crois que tu as des filles, et je serais très curieux de savoir quel est en fait ton rapport dans l'éducation. Est-ce que tu leur retransmets? Quel est ton héritage? Petit clin d'œil. Merde, je perds ma question. Si, c'était quoi ton rapport à l'argent? Ouais. J'ai un rapport à l'argent. Je Pas pense que aujourd'hui, hein, mais plus jeune. Hein. plus jeune. Ouais. C'est difficile à décrire. Je suis assez économe, donc j'aime pas claquer de l'argent pour claquer de l'argent. Je fais attention, mais j'aime bien me faire plaisir de temps en temps. Mais je suis assez économe. Je préfère investir quelque part que claquer. Ok. Euh, T'as l'impression de participer à quelque chose? ouais, et effectivement. Parce que tu peux ne pas revoir tes thunes. Hein. Ouais, non, mais ouais, je suis plus, je suis quand même plus fourmi, je pense. Ok. Même si, de temps en temps, j'aime bien me dire, allez, tiens, là, j'y vais. Mais j'ai presque l'impression que ce que tu es en train de me dire, c'est en fait, t'as pas vécu dans de la frustration quand tu étais Non. petit. J'ai grandi dans C'est une, sain, quoi. alors j'ai grandi dans une famille bien, dans le 15e, avec des parents qui gagnaient leur vie correctement, mais tu vois, je suis dans un 70 mètres carrés T'étais où? avec 2 chambres dans le 15e, Où ça? rue Le Courbe, Mais t'as été où au rue collège, lycée? Mademoiselle. J'étais à Buffon, Mais et à mec, Camissé au collège et Buffon t'étais au avec lycée. Camissé.
Oh, mon Camille C, pauvre. ça fait mal, hein, Camille C. Hein, Moi, j'ai fait collège, lycée à Buffon. Et justement, c'est l'inverse. Ceux qui étaient pas bons, ils allaient à Camille Camille C C, ou Claude Bernard. Ouais. Mais c'est trop drôle. T'as quel âge, Clément? 45. Ouais, putain, t'étais 15 ans avant moi, quoi. Ouais. Ça a pas Déjà changé, que moi- hein, je passe devant, ça n'a pas changé. Hein. Ben, tu sais que j'y suis retourné et je voudrais organiser. En gros, il y a 2 meufs de ma promo qui sont devenues chanteuses. Donc, c'est les sœurs IBI et qui ont collaboré avec Beyoncé. Pas mal. Mhm. Et un autre, il s'appelle Stéphane Crépon. Il est acteur dans le Bureau des légendes. Et il a, je crois, 1 an de moins que moi. Et j'adorais en fait refaire un talk là-bas. Et maintenant que je pense à toi, ça va être très très drôle. Ok, rentrons dans juste un petit peu la suite avant d'arriver à Morning. Morning, donc tu m'as dit 2012. Putain, j'avais le bac. Voilà, tu vois. Je suis trop méchant. Qu'est-ce que t'as fait avant ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, Écoute, rapidos, hein, mais. Moi, j'ai fait Dauphine, donc très simple, éco, gestion, un peu d'innovation, un peu d'entrepreneuriat. Après, j'ai démarré en tant que stagiaire dans une boîte qui s'appelle Faber Novel, qui s'appelle maintenant EY Faber Novel, qui a été mangée par EY il y a 2 ans, dans laquelle j'ai passé 9 ans, ouais, conseil en innovation. Donc, j'ai démarré tout au début de la boîte, je suis devenu premier jour de la boîte, et donc avec Stéphane, son patron, qui est toujours aux manettes. Ok. Et du coup, on a gravi des échelons. Je suis devenu associé. Je suis parti aux États-Unis pendant 3 ans, m'occuper d'un espace de coworking qui s'appelait Paris Soma. Et voilà, j'ai fait 9 ans à San Francisco. Ok. Donc j'ai vécu un petit peu les années folles de l'App Store. Voilà, T'as chopé le virus là-bas de la tech? Ouais, bon, je l'avais déjà un petit peu quand même, puisque Faber Novel, c'était aider les entreprises, les grandes entreprises à développer l'innovation chez elles. Et l'innovation, globalement, c'était la tech, l'Internet. Ouais, mais tu me dis ça, c'est quoi, c'est 2003, 2004? On est en 2003, ouais. 2003, l'iPhone, c'est 2006. Ouais. Donc, tu vois, c'est... Toi, c'est le lendemain de post-bulle Internet. Ouais, 2001. Ouais. Ouais. Et donc, toutes les entreprises savent que Internet va chambouler leur modèle, mais elles ne savent pas comment faire. Et puis... Puis les dirigeants à l'époque ne comprenaient absolument rien au modèle d'Internet, quoi. Mais tu y comprenais quelque chose en vrai? Ou tu découvrais, toi? Moi, j'apprenais sur le tas comme tout bon consultant. Mais bon, je baignais dedans quand même depuis un moment. Donc, ce qui est génial, c'est que tu rencontres des dirigeants d'entreprise avec tes 25 piges et c'est vrai que tu leur expliques comment fonctionne le digital et les modèles. Tu te sens légitime? Bah ouais, parce qu'en fait, les mecs comprennent rien en face de toi, donc... Ok. Et eux, ils te prennent pas de haut? Bah non, ils te payent. Si, ils te prennent de haut, mais ils ont compris quand même qu'ils avaient besoin de toi, donc c'est intéressant. Non, c'est un positionnement assez chouette. J'allais dire c'est quoi les limites, mais en fait, je veux aussi dire c'est quoi les avantages, étant donné que j'ai eu beaucoup de personnes à ta place, bon, pas ici, mais t'as compris, à la place derrière le micro, qui ont fait du conseil avant de devenir entrepreneur. Ouais. Comment ça se fait? Bah, alors, pour pas te mentir, Faber Novel, c'était 2 jambes. C'était une jambe conseil et une jambe entrepreneuriat. Ah, tu vois, donc, c'est ça qui t'a attiré dès le départ, toi? Ouais, bien sûr. Et Stéphane a toujours été assez entrepreneur, voire très entrepreneur dans l'âme. Et donc, on a eu cœur à développer des boîtes au sein de Faber Novel. La première, c'était Digitic, qui est devenue Citiquette, qu'on a monté en 2004, qui s'est fait derrière... 6 ans plus tard, racheté par Vivendi. Ok. T'étais actionnaire majoritaire avec Stéphane là-dessus? Non, on s'était associé avec des Marseillais qui étaient majoritaires, qui avaient 51%. Okay. Bon, on peut pas tout faire l'histoire, donc les Marseillais ont repris la boîte en 2006, ils l'ont bien développé, ça s'est très bien passé. Et ensuite, eux l'ont revendu. Et après, eux l'ont revendu. Okay. Donc nous, on est resté minoritaire avec Faber Novel. Mais bon, on a eu un petit bout du gâteau et c'était très bien. T'étais riche à ce moment? Non. J'ai gagné 100 000 euros net avec Digitic perso dans ma poche. Tu fais quoi avec les 100K quand ils rentrent dans ta poche? Je les laisse sur mon compte en banque. Fourmis, on a dit. Fourmis, ouais. Et ils sortent. Et tu les investis ou même pas? À l'instant là, je pense que j'ai pas fait grand chose avec. J'ai dû le mettre sur un PEA ou un truc comme ça. Ok. Et j'avais été très heurté par ma perte en 2000 au crash. J'avais investi en bourse alors que j'étais étudiant. Sur quoi? Des trucs techno à la con, des ingénicaux, je me sais plus. J'avais tout perdu, même plus. J'étais en levier, enfin bref.
Oh, ok. Et donc ça m'a vraiment bien fait mal, je me rappelle. Donc Donc c'est une super victoire pour toi, ces 100K en vrai. Ouais, c'est 100K. Psychologiquement parlant. Ouais, alors quand t'as 5% au début d'une boîte qui se vend 45 millions, tu vois, ça fait un petit peu mal d'avoir que 100K, surtout quand t'as vraiment beaucoup développé le truc au début. Mais c'était quand même bien. C'est toujours mieux que rien. Et puis ça m'a permis de les remettre dans Bureau à partager à l'époque, qui est devenu Morning. Pour amorcer, c'était quand même pas bête. Et voilà. Donc je les ai gardés pour monter ma boîte en fait. Combien de temps après c'est Morning? C'est Bureau à partager. 2010 la vente et 2012, Ah ouais, donc 2012-2013. ça s'enchaîne. Ouais, ça s'enchaîne. Bon, si, il y en a quand même 2-3 ans, hein, c'est beaucoup. Est-ce que si tu avais vraiment eu 5% de 45 millions, ça aurait été est-ce que ça t'aurait donné autant de hargne de monter Bureau à partager, ou est-ce que tu trouves que tu vois, j'essaye de tirer un petit peu ce qui s'est passé. Est-ce que ça a trigger? Tu penses que si j'avais eu 1 million ou 2 sur mon compte en banque, j'aurais été moins motivé à monter une boîte? Moi, je pense plus que ça. Je pense que tu as reçu 100K et que tu savais que tu méritais plus et que tu avais le seum et que tu voulais aller et que tu voulais te prouver en fait que tu peux avoir plus. On est d'accord? Peut-être. Non, mais peut-être. Non, mais tu sais, il y a tellement de choses qui jouent. En tout cas, c'est sûr que j'avais un peu le seum. Donc, t'as pas tort. Mais j'avais autant le seum de ne pas avoir gagné plus d'argent parce que je pensais que je les méritais par rapport à ce que j'avais œuvré au projet. Et ça, à la limite, voilà. Mais en fait, le vrai seum, c'est que j'aurais bien aimé poursuivre l'aventure digitique, développer la boîte. Ok. L'aventure. Et voilà, c'est l'aventure qui m'a manqué. Parce qu'en fait, mais pour pas tout te raconter, si tu veux, en 2006, quand les Marseillais ont repris le projet, j'étais dégoûté en fait, parce que c'était mon bébé. Et donc. Pourquoi vous l'avez revendu? C'était une opportunité. Ouais, c'était pas une revente, c'était une reprise. Bref, oui, je te fais le truc, mais à l'époque, on pouvait pas suivre avec Stéphane et Kleber, et les Marseillais, ils avaient et du pognon et le savoir-faire, et ça, et finalement, c'est la bonne chose qui s'est passée. Mais moi, j'avais le seum parce que c'était mon bébé, et quand t'as 25 piges et que t'as développé ton bébé jour et nuit, et que donc le seum, c'était vraiment d'avoir pas été au bout, je pense, de l'aventure, et ça, tu vois, je l'avais gardé un petit peu comme un truc, putain, je me ferais bien mes moteurs, mon projet. Ouais, c'était un moteur. Pour comprendre, c'est quoi les choses quand tu es sorti de Digitic où tu t'es dit sûr et certain qu'on refera pas ça, ou à l'inverse sûr et certain que c'est ça qu'il faut faire avec Bureau à partager? M'associer avec des Marseillais. J'ai rigolé parce que t'as dit 51%, pas 6,51. Juste avant, j'allais leur mettre un tacle, car en tant que Parisien, on doit mettre des tacles dès qu'on entend Marseille, sachant que j'y vais dans 2 semaines. Je suis pas sûr que ce podcast sortira pas avant 2 semaines. Mais ouais, raconte, soyons plus sérieux. Non, c'était quoi ta question? Savoir, tu vois, j'allais dire les apprentissages, mais moi j'ai compris une chose, elle est pas palpable, c'est de te dire ok, déjà, ça t'a confirmé que t'étais bon dans ce que tu faisais. Ça t'a aussi confirmé une chose, c'est que t'es arrivé à 1 to 10, mais en fait tu voudrais faire 1 to 100 peut-être, enfin aller vraiment avoir une vision plus lointaine. Par contre, est-ce qu'il y a eu des choses, typiquement s'associer avec quelqu'un, prendre 51%? Oui, maîtriser mon objet, Mais ça, c'est un truc que vous auriez pu anticiper avant, dans la création, avant 2006, avant ce deal avec les Marseillais, ouais. Bien sûr, on l'avait anticipé, mais pour des raisons qui ne sont pas très claires, c'est comme ça que ça s'est fait. Ok. À l'époque, Faber Novel avait à peine 1 an. On était tout jeuneaux, on n'avait pas de pas de capacité d'emprunt, tout ça, rien du tout quoi. On démarrait. Stéphane, il avait monté la boîte avec 2 clients, 2 stagiaires, 2 Clément, moi et un autre. Voilà, c'était le début. Quand je te parle du début de Digitic, Faber Novel est né le 1er septembre 2003 et Digitic est né en février ou en mars 2004. Donc tu vois, 6 mois plus tard. Ok. Donc tu vois, 6 mois après le début de Faber Novel, t'es déjà sur 3 clients, il y avait déjà un vrai. Et puis donc, si tu veux, c'était pas. Bref, ça s'est fait comme ça. Il y a des boîtes que vous avez essayé de lancer, et finalement, vous vous êtes dit non, ça sert à rien. Ah ouais. Vous avez itéré quand même avant d'arriver dessus. Digitic, on n'a pas itéré, ça s'est lancé direct, mais on a fait d'autres boîtes où on s'est planté. On s'est associé avec des Suisses aussi sur du freestyle de foot. On a fait des bonnes conneries. Freestyle de foot? Ouais, Comball, je sais pas si tu te rappelles, c'était du freestyle. Tu sais, t'avais des compètes de freestyle de foot. Ok. Les mecs qui jonglent. On a adoré le concept, on s'est dit ça a des pattes, et puis en fait non. On a quand même organisé la première compète internationale de freestyle de foot, diffusée par Europort.
Eurosport, pardon. Ouais, t'es un peu dans le foot? Non, j'adore. Enfin, t'aimes bien, ouais. Ouais, je joue un peu au foot amateur, mais je suis pas plus que ça, quoi. Bref, on a fait des conneries. Si c'est ta question, c'est avec Fabien Novel, on a fait des conneries. Heureusement, c'était le principe de cette dimension innovation entrepreneuriale qu'on avait à côté du conseil pour les grands groupes. On s'autorisait à développer des projets, des boîtes avec l'espoir que ça marche. Et voilà. Et Bureau à partager était aussi un des projets qu'on a développé en interne chez Faber Novel, qui est né en 2006, donc juste après le Digitic, et qui est resté, qui a vivoté pendant 5 ans. Donc tu vois, 2006, c'est avant Airbnb. C'est, tu vois, l'économie du partage, l'économie collaborative, elle naît en 2009-2010, avec des plateformes comme Blablacar, etc. Zilloc, WeShare, WeCar. J'ai Blablacar, les autres. C'est des trucs de car sharing, etc. Donc, si tu veux, cette économie d'utiliser le digital pour partager des objets, partager des bureaux, comme bureau à partager. Nous, on l'avait développé en 2006 comme un petit site de partage de bureaux entre entrepreneurs. Et puis, c'est resté à vivoter. Et puis, je l'ai spin-offé en 2012. Donc, voilà comment arrive Avec cette vision, en 2006, de se dire, on va... Non. La vision, c'était, tiens, on a des bureaux trop grands. On avait des bureaux trop grands à l'époque. On va se Il n'y a pas de site web pour louer ces bureaux, pour partager des bureaux. Faisons un petit site avec les colocs qu'on avait, qui étaient sortis de l'Epitech. Donc, c'était votre besoin que vous avez servi à la base. Exactement. C'est fou. Je veux savoir juste... Tu sais, on en parlait juste avant. Je te parlais aussi du fait que moi, j'ai un projet sur lequel je travaille et qu'on m'a beaucoup dit, il faut que tu t'associes. Je suis convaincu que mon projet, je pourrais jamais le mener à bien tout seul et j'ai pas envie. J'ai envie de partager ça. Ok, parce que tu as envie. Ouais, j'en ai envie. Ça me galvanise d'échanger, ça me galvanise de savoir aussi qu'on crée quelque chose qui n'est pas juste porté par moi, qui n'est pas incarné par moi, mais par d'autres personnes. Et ça aussi me rassure parce que oui, je manque de confiance en moi et que ça me permet de savoir que quelqu'un croit en moi. Maintenant, j'ai la question à te poser. Bon, je te l'ai dit en off, je t'ai aussi dit, j'ai pas envie de perdre du temps à chercher un associé, quitte à se split up 2-3 mois plus tard. Je pense qu'il faut d'abord mettre le premier pied à l'étrier, et avoir une première victoire, et ensuite les gens viendront. Bref, comment t'as fait avec Morning ? J'ai cherché ce qu'on appelle un cofondateur pendant 6 mois. Je me suis raté au moins une fois, peut-être 2. En tout cas, j'ai pas trouvé. Et en fait, mes cofondateurs, naturellement, ont été mes premiers salariés. Et ma meilleure copine, Marie, qui est toujours là aujourd'hui, a quand même joué ce rôle, même si elle n'est pas business, elle n'est pas entrepreneuse dans l'esprit, on va dire. Elle a joué ce rôle de confiance, de conseil, de présence aussi très forte. Et donc, quelque part, on a monté les choses. C'était ton ami avant qu'elle devienne salariée ? Ouais, c'était même mon ex, pour rien te cacher. Donc c'est un peu papa-maman au bureau, quoi. C'est fou. Tiens, je te repose la question. Pourquoi tu voulais t'associer, toi ? Et pourquoi tu voulais pas faire seul ? Un peu comme ce que tu viens de dire. Je pensais que c'était une bonne idée d'avoir un alter ego, une alter ego, pour marcher sur 2 jambes. Voilà. Maintenant, chemin faisant, tu trouves ou tu trouves pas, et puis tu avances quand même, et puis tu t'arrêtes pas d'avancer. C'est la question que je vais te poser vis-à-vis de moi. Qu'est-ce que moi tu me recommanderais à l'heure actuelle, alors qu'il n'y a rien encore ? On se connaît depuis une demi-heure, donc je connais pas assez ta personnalité. C'est quelque chose d'assez lié, je pense, à ta perso et aussi à ton projet. Mais bon, vu ce que tu as fait depuis 5 ans tout seul, tu vois, tu as déjà... prouver, montrer que tu savais monter des projets seuls et que ça marchait. Donc, est-ce que si tu t'associes, faut que ça soit vraiment bien pensé, qu'il y ait soit une alliance, une compétence, une synergie que tu estimes intéressante pour ton nouveau projet. Mais est-ce que c'est en le cherchant, ou est-ce que c'est pas plutôt en faisant que des gens vont venir autour parce que tu vas bosser déjà, avec... Là, t'en parles dans ton podcast, donc tu vas peut-être avoir 10 emails la semaine prochaine de gens qui ont envie de s'associer avec toi. Ça s'appellera héritage, parce qu'on veut transmettre notre héritage. Voilà, donc après c'est hyper dur, hein. Franchement c'est comme un mariage. Tu sais bien que la plupart des boîtes qui se fracassent souvent parce que
les cofondateurs ne s'entendent pas. C'est la science la plus inexacte, la plus dure, l'humain. Donc tu peux aussi prendre le truc à l'envers et te dire, là, quand j'y vais tout seul, au moins, voilà, je prends moins de risques. Et puis finalement, là, tu as assez d'expérience, peut-être tu as peut-être un petit peu d'argent qui te permet aussi de trouver un premier collab qui t'éclate et avec qui tu t'éclates. Et qui non, mais je suis d'accord. Aller chercher cette première victoire. Bref, on referme la parenthèse, c'est pas moi la star aujourd'hui. Mais un jour, tu m'intervieweras. Avec plaisir. Morning, est-ce qu'on peut monter ça sans argent ? Ouais. Parce que tu as des bailleurs fonciers. Ouais, mais tu peux commencer petit. Tu peux convaincre un propriétaire de te laisser gérer son espace. Il y a pas mal de mecs qui ont fait ça. Bah, vous l'avez fait avec vos locaux déjà en premier lieu. Ouais, alors Morning, alors l'exploitation, tu vois, moi j'ai commencé avec très peu d'argent parce que j'ai réussi à convaincre des bailleurs, des propriétaires de faire du partage de revenus. Donc à l'époque, les espaces que j'ai commencé les premiers espaces que j'ai commencé à gérer, c'était ça. C'était on fait 50-50 sur le chiffre d'affaires que je fais sur ton espace vide. Okay. Et notamment, c'était des espaces qui étaient vides pendant des périodes de pré-rénovation ou restructuration. Voilà, le premier. Juste habituellement, les bailleurs, ils te demanderaient, toi, de prendre le risque. Et voilà. Donc, normalement, tu payes un loyer, un dépôt de garantie, tu as des travaux. Donc globalement, tu as quand même un gros chèque. Comme avec ton appart, quoi. Ouais, c'est ça, c'est comme un appart. Donc tu as un gros chèque à débourser au départ. Okay. En revanche, si tu fais un deal de partage de revenus, bah, du coup, tu as beaucoup moins à dépenser. C'était pirate, ça, à l'époque ? C'était pas trop pirate. Ça se faisait déjà, ouais. Non, mais c'était pas pirate dans le sens, c'était légitime. On a fait notre premier gros deal, on l'a fait avec Altaria. C'était très clair. Okay. Voilà. Là où c'était quand même assez cool en termes de piraterie, c'est que notre business model nous permettait d'encaisser les loyers avant de reverser aux propriétaires. Besoin en fonds de roulement négatif. Voilà. Négatif ou positif ? Ouais, négatif, c'est ça ? Bah, pour moi, ton fonds de roulement... C'est toi qui as fait de la finance. Ouais, bah, il me semble que c'est à l'envers, je crois. Le négatif et l'inversé, c'est comme... C'est ça, le négatif, c'est bon. Ouais. Comme tout ce qui est chèque cadeau. Ok. Tu payes quand c'est dépensé. Alors que les gens, ils font l'argent avant. Donc aujourd'hui, je fais pas mal d'investissements aujourd'hui et je regarde souvent le modèle de cash parce que ton BFR du coup. En fait, c'est magnifique. Si tu veux, ça nous permettait d'avoir 2-3 mois avant le cash. Ouais. Et donc, si tu veux, ça nous a permis de nous développer sans avoir à faire des levées de fonds successives. En plus, ils étaient engagés, les personnes. C'est-à-dire que tu savais qu'il allait avoir tu avais un visu sur ta trésor à plus combien en fait ? Bah, tu faisais des engagements à 2, 3, 6 mois, donc c'était pas non plus la folie. Ok, d'accord. Sur des petits bureaux. Et puis au fur et à mesure, on a commencé à faire des engagements plus longs. Ok. Donc aujourd'hui, on engage des boîtes de temps en temps pour 2-3 ans. Est-ce que cet engagement, c'est un asset pour convaincre d'autres bailleurs pour potentiellement faire... Je ne sais pas si tu dois faire des prêts Non. Non, les bailleurs aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir un loyer garanti. Des bailleurs, ils gèrent un asset et un rendement. Hein. Mais c'est quoi ton asset chez toi si c'est pas les murs et si c'est... Mon asset, c'est d'avoir un bail. Ok. C'est d'avoir un bail et de pouvoir... c'est mon premier matériau de travail, c'est signer un immeuble avec un bail qui est attaché et donc de pouvoir derrière travailler, exploiter cet immeuble. Pour moi, juste le bailleur, comment il analyse ta capacité. Il regarde tes comptes. Ok, non mais même à être capable de les louer en fait et de recevoir les thunes. Mais lui il s'en fout, il a un loyer garanti. Ok, donc il veut juste sa garantie. Okay. C'est comme ton appart, hein. Il regarde si t'es médecin. Si t'es médecin, c'est mieux que si t'es je sais pas, acteur. Ça dépend de l'acteur. Podcasteur. Ouais, je vais dire. Bientôt j'achèterai cash. Non, je ne suis pas proprio, pas encore. Pas de levée de fonds dans tout ça. Si, tu parlais de WeWork, ça a quand même un peu chamboulé le marché. Et quand WeWork est arrivé, j'ai commencé à me dire qu'il fallait quand même qu'on lève un peu d'argent. Parce que alors la première levée que j'ai faite... 2015 ou WeWork, c'est quoi ? C'est 2015-2016. Ok. Et donc 2015-2016, je me suis dit, tiens, ça serait bien de lever un peu de sous, mais... J'étais sans conviction et puis j'ai rencontré la Caisse des dépôts et je me suis dit, ce serait quand même bien d'avoir l'État au capital. T'as eu la CDC au capital. Et chemin faisant, j'ai pris 1 million de levée de fonds avec la CDC. C'est fou ça. Et puis j'ai fait une petite levée de fonds avec un petit fonds assez méconnu
mais qui s'appelle aujourd'hui Elevation Capital, deux mecs très sympas avec qui je m'entendais bien, qui m'avaient suivi et avec qui j'ai levé 2 millions. Et puis, la 3e année, je me suis dit, tiens, là, il faudrait quand même que je lève un peu plus. Donc, je fais le tour des places. Et puis, finalement, c'est Nexity qui est arrivé Ah, bah, j'allais te demander, à Nexity mon capital. spécialisé de l'IMO quand même. Voilà. Donc, Ok. donc j'ai fait 3 levées de fonds. Et la dernière a été une levée de fonds avec un rachat au milieu. Voilà. C'est quoi l'intérêt de lever des fonds pour toi, sachant que tu as un besoin de fonds de roulement négatif? Bah, alors, au début, j'avais un fonds de roulement négatif. Dès que j'ai voulu commencer à prendre des espaces un peu plus prestige sur du long terme, il a fallu que je passe sur la case bail, dépôt de garantie avec travaux au début. Et donc là, j'avais besoin de thunes pour financer tout ça. Donc là, j'ai eu besoin de lever des fonds. Et donc, pour accélérer, il fallait lever des fonds. Donc, lever des fonds, c'est juste mettre du pétrole dans la machine et puis pouvoir aller plus vite. Putain, j'ai pas la ref, je sais pas d'où, mais ça me fait penser. Je regardais, c'est un business familial, je sais plus lequel, et les parents, ils voulaient pas accélérer, et les enfants, ils veulent accélérer. Et en fait, ils t'expliquent que quand tu accélères, bah, tu es obligé de prendre du risque. Et moi, je peux aussi comprendre le daron qui a pas envie d'accélérer, sa boîte, elle marche. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Pourquoi tu voulais accélérer? Pourquoi 50 lieux aujourd'hui? Quand tu es dans un projet et que ça fonctionne, tu as envie de développer, tu t'éclates, tu as des opportunités qui arrivent, en fait, tu as envie d'y aller. Et puis, quand tu peux pas prendre une opportunité parce qu'il te manque du cash, tu es un peu frustré. Ok. Donc, quand tu vois des opportunités d'investissement, des deals qui te passent sous le nez parce qu'il te manque du cash, tu te dis « Ah merde, quand même, dommage ». Donc, c'est là que tu te dis… plus fort, en fait, aussi. C'est ouais. Puis en fait, c'est quoi notre taf en tant qu'entrepreneur? C'est de faire grandir, c'est de créer de la valeur. Donc faire de la valeur, c'est soit faire grandir, soit être rentable. Voilà. Donc, moi, à l'époque de ce moment-là, c'était plutôt grandir en étant rentable. Donc faire attention à garder mon résultat à zéro et puis réinvestir tout ce que je pouvais. Vous n'avez jamais réellement perdu d'argent? Non, on a toujours frôlé avec la rentabilité. Covid, on a fait quand même… Covid content aussi? Covid, je crois qu'on a perdu en EBIT un peu, mais on était en EBITDA positif. Ok. Voilà, après on a fait une énorme croissance. Post-Covid? Post-Covid. L'année du Covid, on fait 30 millions d'euros et on reste flat. Ok. En 2020. Ok. Et l'année d'après? Et après, on fait 2 fois x2. Ok, donc 60 22, et 23. Ok. Voilà, pour te donner des idées. Et là, vous êtes combien? Vous êtes à combien? J'ai pas le droit de te Ah dire. bah merde, c'est vrai, tu m'as dit. J'allais dire. Mais du coup, au-delà de 120. Ouais. Ok. Non, mais x2. Putain, faut la maintenir, la croissance. Ouais, on a un peu ralenti quand même, je vais pas te mentir. Ok. C'est quoi la… Oh non, vas-y, excuse-moi. Non, mais vas-y. C'est quoi la vue finale? Si aujourd'hui vous êtes 50 et je veux que tu me dises c'était quoi là 350, on est 400 aujourd'hui. Non, mais 50. 50 espaces, pardon. Espaces. Alors, c'est une bonne question. Et est-ce que ça a évolué dans ta tête? Aujourd'hui, on développe en fait le business de l'exploitation d'immeubles. Il est bon, il est super intéressant. Mais c'est un business qui a besoin d'être dérisqué par d'autres business, notamment dans les cycles économiques. Là, tu vois, on a vécu, je pense, l'année dernière, un cycle bas, pas évident. Je pense que ça tire pour beaucoup d'entreprises françaises. Okay. Et nous, on est le premier poste, deuxième poste de coût après les salaires. Donc forcément, voilà, c'est un petit peu plus difficile. Maintenant, on s'en sort bien. On aura toujours besoin de bureaux. On aura toujours besoin. Ça, c'est un autre débat. On pourra l'avoir. J'espère, mais c'est quand même un autre débat. Donc, en fait, on est venu dérisquer l'activité bureau par d'autres activités comme l'aménagement, qui pèse pour un tiers de notre activité aujourd'hui. Donc, on a ce qu'on appelle un contractant général. On fait des travaux, on fait de l'aménagement, on fait du mobilier, on distribue du mobilier. Mais que chez vous ou carrément Non. Ah ok, dans les bureaux de d'autres personnes. Ouais, on a plein de clients, des foncières, du Nexity. Notre client évidemment. Mais on a beaucoup de clients en fait. On a des projets qui vont de 500 000 à 15 millions. Donc on refait des bâtiments entiers. On a fait un bâtiment rue du Louvre par exemple. On l'a complètement désossé. On a fait un toit terrasse. On a changé les fenêtres. Des trucs assez lourds quoi. Toute la technique. C'est des projets à 10-12 millions d'euros. Mais vous êtes connu pour ça?
On commence à être connu. Ah, ok, d'accord. On commence à être un Parce que moyen gros des travaux. Et donc, on les fait évidemment pour nous, mais maintenant, on les fait aussi pour des clients externes. Et tu disais ça, Et donc, ça vient dérisquer un tiers, ouais, tu disais. l'activité. On fait aussi pas mal d'événementiels. On est en train de grossir sur la dimension restauration RIE. Donc, on a 2 restaurants entreprises. On est en train de monter en puissance là-dessus. C'est quoi RIE? RIE, c'est restaurant inter-entreprise. C'est un des Sodexo, Ouais. c'est 400 000 personnes. Non, mais je sais que c'est monstrueux. C'est monstrueux, je crois que c'est après Walmart, c'est la 2e plus grosse boîte. Ah ouais, ok, non, ça m'étonne pas. C'est énorme, c'est un énorme. Bon, après, c'est des marges très très petites, mais bon, voilà. Donc, et la food le midi, ça fait partie de la bonne journée de travail. Moi, ma mission chez Morning, c'est faire en sorte que les gens aient une bonne journée de travail. Et la pause déj, c'est essentiel. Donc, tu vois, ça fait partie surtout en France. Voilà, des activités, des moments sur lesquels il faut qu'on s'engage beaucoup plus. Est-ce que j'ai beaucoup vu, je crois que dans le milieu hôtelier, ils ont dû aussi se réinventer. Ils ont commencé à faire, tu sais, de la vente de services. J'invente, peut-être même salle de sport, ou bref, tu peux venir même en journée, profiter des services sans être client. Est-ce que c'est un truc auquel vous y avez pensé? Et tiens, je mets les petits pieds dans le plat. Est-ce qu'on peut venir aussi demain squatter une heure ou une journée? Enfin, squatter. Pas encore. En payant. Alors, pas encore. Pourquoi? Parce que alors, on a 25 salles de sport, on a des cours de sport tous les jours. Donc, c'est aussi un centre de sportif morning. Avec ta carte morning, tu peux te balader et booker des cours de sport tous les jours dans tous les mornings. Tu y vas? Pas trop, non. C'était pas pour toi comme ça. Non, mais je fais des trucs à côté, mais mais je fais un peu de yoga ici. Non, mais ta question c'était est-ce qu'on peut venir une heure? Ouais, et même de la vente de services externes en fait, ouais, un peu. On n'a pas de forfait juste pour venir à la journée. Okay. Tu peux venir réserver une salle de réunion comme celle-ci par exemple pour une demi-journée ou pour quelques heures. Ok. Donc on a des prestations externes type salle de réunion. Mais pas du coworking. Mais pas quelqu'un à l'unité qui vient juste pour la journée. Tu peux venir. WeWork le fait, il me semble, ça, non? WeWork, il faut que tu sois abonné, il me semble. Okay. Et après tu payes à ta journée. Est-ce que juste ça, c'est une strat? Je sais pas, de se dire que les gens qui viennent ici, c'est un abonnement, que limite, il y a une sorte de cocon que vous voulez créer. Tu vois, on évolue, mais typiquement, il y a 6 mois, on s'est dit qu'il fallait qu'on mette beaucoup plus l'accent sur les profils nomades, les entrepreneurs, les freelances. Donc, on a réappuyé sur cette offre qu'on appelle l'offre nomade à 350 € par mois. Et donc, on crée des communautés de nomades et de freelances dans nos espaces. Okay. Donc, on anime aussi ces communautés. Qui viennent s'installer, se poser dans les espaces communs qui sont super, notamment ici, mais aussi dans plein d'espaces. Et donc, voilà, ça et c'est des gens qui viennent tous les mois. Avoir des gens qui viennent juste pour 1 heure ou 2 de temps en temps à la journée, c'est chiant à gérer parce qu'ils ne connaissent pas l'espace. Ça ne ramène pas grand-chose en chiffre d'affaires. Donc, on n'y est pas encore allé. C'est pas un produit d'appel, entre guillemets. Ouais, non, pas forcément. On n'y croit pas trop. Okay. Voilà, on préfère avoir des gens qui veulent vraiment un bureau, qui sont prêts à mettre 350 € par mois pour avoir une carte morning et pouvoir se balader partout, quoi. Sachant que je le dis, 350 € n'est pas cher non, pour des bureaux. C'est vraiment un prix d'appel, clairement. Ouais, je crois que même Station F, c'est plus cher. Aucune idée, je sais pas, j'ai pas. Roxane, si tu nous écoutes, désolé. Non, je sais, non, je suis pas sûr. Non, mais bref, c'est différent. Moi, je veux te parler d'une chose. On va mettre les pieds dans le plat. La solitude. Est-ce que tu l'as déjà vécu? Est-ce que Morning est une solution à ça? La solitude de l'entrepreneur. La solitude de l'entrepreneur. Je crois que tu parlais de ma solitude en tant qu'entrepreneur. J'étais là, non. Ensemble, là. On peut. C'est exactement ce que je te disais, c'est que les nomades, quand tu es free, quand tu es entrepreneur et que tu démarres et que tu es tout seul chez toi, c'est l'enfer. Donc aller dans un espace pour avoir une dynamique, sentir l'énergie professionnelle et puis avoir des gens que tu côtoies et avec qui tu commences à discuter de projets. Voilà, il y a plein de projets qui naissent au café, gens qui se rencontrent. Et tu sens que les gens viennent pour ça? Et d'ailleurs, allez, rentrons dans le petit débat au bureau ou plus bureau. Tu
Alors, tu as plein de populations différentes, hein, mais les populations de nomades, qui sont pour moi les freelances ou les télétravailleurs ou les entrepreneurs, ils cherchent cette sociabilité, ils cherchent la rencontre, ils cherchent à pouvoir prendre un café avec quelqu'un, etc., rencontrer. Ils cherchent aussi à bosser avec des entreprises qui sont chez nous. Mais ça reste, je crois qu'on a 500 nomades sur 12 000 personnes. Tu vois, donc ça reste une population quand même qui est minoritaire. Et les entreprises en tant que telles, elles viennent chez vous pourquoi dans ce cas-là ? Les entreprises, elles viennent pour 2 grandes raisons. La flexibilité qu'on leur offre et les services qu'on leur offre. Mais pour leurs employés surtout. Du coup, voilà. Et la flexibilité, c'est plus pour l'entreprise. Bien sûr. Les services, c'est pour les employés. Et puis, il y a aussi la dimension que tu évoquais, c'est-à-dire que quand tu es une petite boîte de 4-5 personnes, c'est sympa de pouvoir rencontrer aussi d'autres personnes dans ton espace. Si tu déjeunes tout le temps avec les gens de ta boîte, tu tournes un petit peu en rond. C'est sympa aussi. Il y a du business qui se crée en B2B. Bien sûr. À la café. Je ne suis pas tout, mais il y a... Non, mais je pense qu'il y a un intérêt aussi. Et puis on le suscite, on fait de l'animation. Fais-moi kiffer, je vais te poser la question au tout début. Balance 2-3 petites boîtes, des noms de boîtes que tu es très heureux d'avoir accueillis, abrités dans des mornings. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de startups. Et après, on parle de la Climate House aussi. Si tu veux. Écoute, on est à Concorde, donc je vais te donner 2 exemples de Concorde, même 3 si tu veux. Ici, tu as une boîte qui s'appelle la FIFA. Arrête. Qui part malheureusement. Attends. Mais donc la FIFA a démarré. La FIFA, la FIFA qui était en Suisse et a son siège ici depuis le début de Morning Concorde, donc c'est assez cool. Donc je trouve ça lunaire ce que tu me racontes. La FIFA, je la vois dans un énorme immeuble. Écoute, t'es à la place de la Concorde. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas mal, pardon. Mais ok, d'accord. Donc ça, c'est assez cool, tu vois. T'as vu des joueurs ? C'est chouette. J'ai vu Arsène Wenger traîner dans les couloirs, mais pas tant que ça finalement, pas tant que ça. Et en fait, ils ont aussi une entrée séparée. Ok, d'accord. Un peu VIP. Donc voilà, donc ça c'est prestigieux. Une autre boîte sympa ici, t'as YouSign, qui est le concurrent de DocuSign. J'ai enregistré ici avec Luc à l'époque. Voilà. Donc oui, c'est bon, je me souviens pourquoi je suis venu ici. Voilà, donc t'as une petite fondation qui s'appelle l'école M, fondation M qui est dans l'éducation. Tu vois, t'as des profils très, très différents. T'en as plein, je peux pas t'en citer 50, mais et après t'as des grandes boîtes du 440, tu vois. Il y a qui ont des antennes. L'Oréal, on a L'Oréal par exemple qui a 8000 m² avec nous sur Clichy, donc ça c'est notre plus gros. Mais c'est trop, tu sais que mon frère il bosse. Ah ouais. Mais oui, parce que j'allais dire L'Oréal, moi j'allais dire dédicace à mon frère parce que tous les matins il doit aller à Clichy. Mais ok, donc en fait ils ont 10 bâtiments à Clichy. C'est énorme, mais ok, trop drôle, je savais pas du tout ça. C'est donc t'as vraiment de tout. Tu fais de la marque blanche? Ouais, on a bossé alors marque blanche un peu grise. Ouais. Tu vois, notre dernier projet du genre, c'est avec Ikea. D'accord. Donc marque blanche. Vas-y, je te laisse expliquer. Marque blanche, c'est quand on lance un espace. Par exemple, on a lancé le coworking de Ikea qui s'appelle A-Work. Donc, c'est leur marque de coworking. Et donc, c'est A-Work avec Morning. Et donc on a fait l'aménagement. Il y a un peu de gris, ouais. Parce que j'allais te dire, est-ce que c'est pas... En fait, tout à l'heure, on en parlait, on n'est pas rentré sur la com, mais moi, je trouvais ça fou que... On en parlait parce que tu sais, tu faisais les travaux en B2B, et là, on voit peut-être un peu moins parce que tu traites en direct avec les personnes, mais... Le fait que tu abrites des gens, des salariés, c'est du B2C presque au final. Je veux dire, il y a une dimension B2C. Ouais. Et donc, est-ce que par exemple, tu as vu que tu avais peu besoin de faire des investissements en com? Et est-ce qu'à l'inverse, la marque grise, il fallait qu'elle soit grise mais pas totalement blanche parce que vous aviez cet intérêt que les salariés de Ikea ou de L'Oréal puissent voir Morning? Pas un grand intérêt que les salariés de L'Oréal voient Morning parce qu'ils sont quand même biberonnés par leur entreprise et ça reste un bâtiment L'Oréal. Donc on est quand même en marque très blanche. D'accord. Tout très, très gris clair. Faut regarder à la loupe le Morning. Chaque projet est différent. Avec Ikea, on est quand même un peu plus gris. Parce que c'est avec Morning et c'est nous qui opérons, c'est nos équipes qui opérons sur place. D'accord. Donc, alors que L'Oréal, c'est nous qui opérons, mais il y a un mix, tu vois, l'accueil, c'est eux qui le font. D'accord. Mais il y a quand même les mêmes services. Il y a les mêmes services, voilà. Bon.
Voilà, donc tu as des nuances à chaque fois et tu as encore d'autres exemples où c'est nuancé. Okay. Alors, honnêtement, on s'adapte en fait à chaque projet. Et donc, c'est aussi ça qui fait notre force, c'est qu'on est Donc, très malléable, ok. on est flexible. Selon le besoin et le partenariat qu'on fait, ça va s'adapter, quoi. Est-ce que c'est plus cher? Tu vends ça plus cher en marque blanche ou grise que en normal ou pas? Non. Non, en fait, c'est same. Non, le prix il va dépendre globalement de la localisation de là où on est. Voilà, là, on est porte d'Italie, c'est évidemment moins cher que dans le 8e. Mhm. Donc, c'est souvent la localisation qui dicte le prix à 90%. Après, tu as une dimension service. Ok. Mais que ce Ouais. soit en marque blanche comme. Après, si une boîte vient et te dit on a, je sais pas, 1000 postes Ouais. ou 500 postes, il y a un prix dégressif. Tu fais Euh, des discounts? Alors évidemment, et honnêtement, je vais pas te mentir, c'est un de nos problèmes. C'est-à-dire que quand tu as une grosse boîte qui vient avec sa force de négociation, C'est ça. elle essaye de négocier. Et en fait, c'est souvent une connerie parce que tu es content de l'avoir sur le départ, mais quand elle te laisse un gros trou dans ton espace, Bah ouais. en fait, c'est beaucoup plus dur à recommercialiser et tu le payes derrière. Donc en fait, c'est... Mais en même temps, tu peux te dire qu'elle va monter une deuxième branche et que ça se fera encore 1000 employés chez toi. C'est Donc, possible, mais c'est pas forcément le cas. je voulais te poser des questions. Alors, j'ai une question toute bête dans ma tête qui était à quel moment tu stresses? Parce que tu m'as l'air d'être une force tranquille, mais on va terminer sur ces parties un peu plus perso. Je vais revenir juste sur cet étage-là de L'Oréal. Je veux comprendre, vous êtes 400 en interne. Tu as une armée de sales? Je suis pas une armée de sales, j'en ai une petite dizaine. Ah ouais, t'as clairement pas une armée, non? Non. 10 pour 400, c'est rien. Enfin, Ouais. en proportion. Après, Ok. 400, tu sais, il y a aussi toute l'équipe travaux, c'est presque 100 personnes. Oui, et puis les On a personnes qui bossent au Tous les, quotidien. tous les baristas et les chargés d'accueil chez nous, c'est peut-être pas loin d'une centaine de personnes aussi. Ok. Ouais, donc c'est du service en fait. Ouais, bien sûr. Ok. Comment vous allez remplir tu peux là me parler un petit peu business? J'aimerais bien comprendre, parce que ça m'intéresse Comment ça énormément. fonctionne? C'est quoi les next steps pour les sales? Est-ce que c'est les sales? Est-ce que c'est toi qui prends les choses en main à ce moment-là? Ah non, moi je prends rien en main. Je réfléchis, je challenge les équipes. Voilà, je suis un patron extrêmement. Enfin voilà, je suis pas hands-on. Tu fais confiance et tu Ouais, délègues. exactement. Ok. Les gens sont très autonomes. Après, sur un sujet comme ça, bah, on réfléchit ensemble à la meilleure stratégie à adopter. Et puis. Mais c'est quoi? C'est pas du cold call, j'imagine. Ah non. Tu marches pas en millions sur Très du peu. cold call. Ah mais c'est simple, il faut remplir. Donc on va définir une stratégie, on va redécouper l'espace, on va réfléchir à ce qu'on met en termes de réinvestissement. Parce que ça peut être plein de petites boîtes, Voilà. ou alors une grosse Ouais. que tu vas... Enfin, honnêtement, là c'est parti dans un modèle où on essaie de vendre des plateaux. Ok. Parce que 6 mois avant, là, tu vois, c'est pour septembre. Donc on essaie de vendre des plateaux, ça fonctionne déjà puisqu'on a vendu un, et puis après on va vendre des demi-plateaux, et puis après on va vendre des bureaux. Donc plus les chances se rapprochent, plus on va être à l'unité, parce qu'une boîte qui cherche un petit bureau de 5 à 10 personnes, elle est au mois près. Tu vois, elle cherche pour le mois suivant quasiment. Alors que Donc il faut garder cette agilité. Un plateau de 100 personnes, c'est 6 mois avant. Tu te fais plus de thunes où? Et quand je dis thunes, c'est pas que thunes, c'est en termes de temps, en termes de, tu vois, de psychologie, enfin de pression. Nous, le plus intéressant, Ouais. les clients les plus simples à gérer, c'est les petites boîtes qui font 5 à 20 personnes. Ok. C'est ton cœur de cible. Ouais, Ok. parce que c'est des petits bureaux qui font entre 10 et 50 mètres carrés. Ok. C'est en général des profils de boîtes qui sont plus simples à gérer. Elles sont aussi plus à même de partager les services. Elles aiment bien être dans les espaces communs. Donc, elles profitent aussi du coworking. Le coworking, il ne faut pas que tu oublies que la grande valeur, c'est que tu as un petit bureau de 15 mètres carrés dans un espace de 5000. Bien sûr. Donc, tu as des espaces communs de dingue, tu as du sport, tu as une cafette. Tu te fais virer les salles qui sont réservées. Exactement. On a tous connu ça. et donc voilà, il y a une ambiance. Et donc, plus tu es une petite boîte, plus tu profites en fait de la taille de... Morning, c'est pour eux à la base? C'est pas pour un énorme du CAC 40, c'est vraiment plus pour des gens agiles. C'est pour tout le monde, mais le sweet spot, la boîte qui en profite le mieux, c'est la petite boîte. On est un peu passé rapidement là-dessus, mais là tu me parles de L'Oréal, puis tu me parles de boîtes beaucoup plus petites. Tu m'emmènes partout, Yacine. Moi, Ouais, on se balade. Il y aura un retour au bureau, et en fait je vais aller plus simple. Est-ce que l'être humain est solitaire, quoi?
Parce qu'on s'est tous plaints pendant des années, on se disait mais c'est quoi ce délire de devoir faire, même en France on adore le présentéisme, tu vois. Puis il y a eu le Covid, puis après il y a eu la suite, puis après il y a eu, tu vois, tous ces GAFAM qui sont en train de redemander aux gens de revenir au bureau. J'ai l'impression qu'on régresse. Ah, t'as Elon Musk qui a demandé à toute l'administration de revenir, c'est génial. Mais attends, là, ils ont fait encore mieux. Elon Musk a envoyé une lettre, ils ont dit vous avez 48 heures à toute l'administration des US, en leur demandant vous devez me prouver en 48 heures quelles sont vos tâches, et après, si vous n'êtes pas cool, si c'est pas good pour moi, je vous tège. Bravo, bienvenue aux US. Restons à Paris. C'était quoi ma question? Ouais, non. C'est quoi ma position sur le retour au Ouais, travail? qu'est-ce que t'en penses, toi? Et me parle pas en mode Clément de Morning, parle-moi en mode quelqu'un qui voit les boîtes bosser au quotidien. Même pas ta boîte, juste les boîtes chez vous. C'est quoi la dynamique? Qu'est-ce que toi t'en penses? Et peut-être ton avis a changé aussi, avec le Covid, tout ça. Non, on a eu des à-coups qui sont, je pense, intéressants avec le Covid, comme tu viens de le mentionner. Je crois qu'on a quand même besoin de se voir et de se toucher encore aujourd'hui. Je te dis pas que ça sera comme ça dans 20 ans. C'est pas touché encore, mais... ça va venir, Yacine. Ah, ok, d'accord, ok. Non, mais c'est-à-dire que notamment je pense souvent aux jeunes. Tu vois, quand tu es jeune et que tu arrives dans une boîte, l'apprentissage, il est beaucoup par le mimétisme. Dans une réunion, voilà, et la pause déj, on en parlait, mais au déjeuner, tu apprends plein de choses. Il y a beaucoup d'informels. La culture de l'entreprise, elle est vachement véhiculée à travers des événements physiques. Donc, le bureau reste un moteur. Ta futur conjoint ou ta future conjointe aussi. Voilà, c'est difficile en visio. Ouais. Mais bon, ça arrive. Hein. J'adorerais avoir des retours d'expérience de dragueur en visio. Ça, faut y aller. Hein. Il y a même des gens qui finissent par se marier juste par chat. Hein, donc, si Bon, je ne vais pas juger. Bref. Ouais, voilà. Donc, moi, je crois beaucoup parce que je suis peut-être une génération qui a grandi et qui a vécu l'espace physique. Maintenant, les populations qui arrivent, les jeunes qui arrivent, qui grandissent biberonnés à l'écran encore beaucoup plus que nous, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas si dans 20 ans, ce que je te dis là et des besoins que je ressens et que la dynamique d'une entreprise passe, je pense, encore beaucoup par le physique, par le fait d'être ensemble dans un bureau et de créer une dynamique. Je ne sais pas si dans 20 ans, ça sera le cas. Donc, je ne sais pas si Morning aura encore une raison d'être dans 20 ans. Est-ce que, parce que les technologies vont se développer, l'aspect physique va être retranscrit encore mieux? Je sais pas, je pense souvent à ce film Ready Player One, je ne sais pas si tu vois. Je ne l'ai pas vu. Tu mets une combinaison et donc tu ressens beaucoup plus le toucher. Okay. Donc les technologies d'immersion permettront peut-être d'arriver à un niveau d'impression de présence physique que le cerveau finalement, c'est comme quand tu mets un masque de réalité virtuelle, il a l'impression... Il ne discerne plus quoi. Ouais, il a l'impression qu'il ne voit plus la différence. Donc je pense que dans 20 ans, si les technologies nous permettent de ressentir le physique, peut-être qu'en fait, le bureau aura peut-être moins besoin de... Voilà, j'en sais rien, tu vois. Mais... déjà, je te le souhaite pas, mais je trouve ça hyper intéressant que tu es en train de nous dire que ton business qui marche très bien aujourd'hui peut s'écrouler du jour au lendemain. C'est ça, être entrepreneur? C'est accepter ça? Sûr. Bien sûr. Non, mais évidemment. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille d'autres sujets en parallèle et qu'on essaie d'innover sur les côtés et de faire plein d'autres trucs. Mais tu parlais des freelances, des nomades, je pense l'événementiel, tout ça. Mais c'est drôle parce que moi, dedans, je suis en mode, j'ai envie de te dire non. Moi, je l'ai expérimenté, je te le dis après le Covid. Et mon métier de vous rencontrer au quotidien, vous entrepreneurs, c'est kiffant. Mais je peux te dire que chez moi, quand c'est de la prod, je peux le faire. Parce que je mets mon serveur en off, je dois juste m'exécuter. Mais sur de la strat, c'est compliqué. Moi, j'ai besoin d'être entouré, d'avoir ce ping-pong intellectuel. Et en même temps, je me dis, quand on voit l'ère des réseaux sociaux, les gens arrivent à fédérer des millions de personnes à travers un écran. Donc en vrai, je sais pas où est-ce qu'on va là. Mais le ping-pong, tu peux aussi le faire en visio. Tu peux, mais ça n'a pas été moi la même chose, je trouve. Et retranscrire de l'émotion en visio, écoute, tu regardes mes podcasts, j'ai dû en faire 2 en visio et j'évite un max, quoi. Parce que je trouve, c'est hyper compliqué, tu vois. Ouais. C'est de la suranalyse alors que la personne a peut-être réagi à autre chose. On a dit 1 heure. Ça fait 1 heure. Je peux te prendre 5 minutes encore ou pas? Ouais, vas-y, j'ai le temps. Il est 42. Allez, je voulais te poser cette question.
T'es quel genre d'entrepreneur, toi? Waouh. C'est deep ton. Bah ouais, mais je voulais la cibler. Je me suis dit, à une non. heure, tu- Allez, en 2 Euh, minutes. Non, mais c'est quoi ta personnalité de l'entrepreneur? Écoute, j'essaye d'être sympa. Je trouve que c'est d'ailleurs notre objectif chez Morning, c'est d'être sympa. Tu vois, on me demande C'est souvent bien sous-côté, hein. c'est quoi votre sauce particulière par rapport à WeWork ou Regus. Voilà. On essaie d'être sympa. Et c'est un métier d'être sympa. Mhm. Je trouve que je trouve que si je devais me caractériser, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance au bureau, que les gens soient bien dans leur bottes, qu'ils se réveillent le matin en se disant je suis au bon endroit. Donc voilà, j'essaie de... T'es bienveillant? Ouais, je pense être bienveillant. T'aimes l'humain? Ouais, bien sûr. Et finalement, c'est mon métier. Mon métier de boss aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les gens soient bien. Et de construire en fait un écosystème, une culture, une boîte dans laquelle les gens puissent se révéler la meilleure personne et être le meilleur d'eux-mêmes. T'as une responsabilité en tant que boss de Morning par rapport à tes employés ou tes salariés? Bien sûr. Ouais, à part ton salaire que tu leur donnes, ça je te fais confiance. C'est quoi ta responsabilité en tant qu'humain là-dessus? Les normes, enfin, t'es responsable d'une grande partie de leur bien-être en tant que boîte. Quand ils passent la plupart de leur journée à bosser chez toi, dans ta boîte, dans laquelle tu es responsable. On l'aurait dit ça Au il y a niveau 10 légal, ans. d'ailleurs, je suis responsable. Ouais, non mais oui, bien sûr. Si quelqu'un fait un se blesse, burn-out ouais, bien sûr. ou se blesse, je suis responsable au niveau Sauf aux US. légal. Tu crois? Oh bah écoute, en tout cas vu la politique, je suis pas sûr qu'ils prennent soin de leurs employés. Je peux dire qu'aux US, tu te pètes la gueule dans ta boîte parce que c'est mouillé par terre, tu sues de company. Oui, tu peux sue de company. Tu peux te faire des millions parce que comme tu t'es si cassé tu la cheville. après un McDo ou quoi. Voilà. Non, mais donc heureusement c'est pas comme ça en France et voilà. Mais donc non, après ça ne me pèse pas du tout. Non, au ça te quotidien, nourrit, ça, je suis pas du tout stressé sur ces sujets-là, mais donc voilà, je crois que j'ai monté cette boîte aussi dans cette optique depuis toujours de me lever le matin en me disant c'est cool, je m'amuse, je fais quelque chose d'intéressant, j'ai un impact positif sur les gens, sur l'écosystème que je crée, et voilà, c'est ça qui me fait kiffer. Et j'ai l'impression d'avoir plutôt bien réussi cette dimension ambiance chez Morning. Et c'est ça qui me rend le plus fier en fait, c'est que en fait, je sens quand même que c'est une boîte dans laquelle il fait bon bosser, les gens s'éclatent, s'épanouissent, ils me le disent. Voilà. Ça là, ouais. Tu l'as ressenti à tes débuts de carrière, Faber Novel ou même autre en fait. Ouais, alors Faber Novel c'était C'est petit, c'est nouveau, donc c'est. Non, alors c'était ça a grossi assez. Non, mais à l'époque où tu es rentré. Ouais, alors c'était tout petit et voilà. Mais j'étais un bébé, j'étais stagiaire, je n'avais pas encore, je pense, pris la dimension de ce que c'est qu'une culture d'entreprise, etc. Mais j'ai grandi dans la culture de Faber Novel, qui était globalement la culture de Stéphane. C'est beaucoup le fondateur, notamment en plus quand il est tout seul. Qui incarne Et qui imprime un peu sa personnalité et sa culture. Donc j'ai... Et même si j'aime profondément ce qu'a fait Stéphane, c'était pas ma culture, c'était la sienne. Je pense que ça faisait aussi partie d'un besoin de me dire maintenant ça va être mon projet dans lequel je vais imprimer mes profondes valeurs et dans lequel je vais imprimer t'as eu un modèle avant. Mais j'ai eu un modèle avant qui était super, qui me correspondait pour la plupart pleinement, mais il y avait 2-3 trucs que j'avais envie de twister. Et c'est bien, ça veut dire que comme ça, en fait, quand tu es critique, moi je trouve, alors faut pas juste être critique pour être critique, faut être critique pour se projeter. Et en fait, c'est comme ça aussi que tu crées des vocations et que tu dis, au bout d'un moment, moi aussi, je peux peut-être le faire. J'ai une mini question dedans. Tu conseillerais à quelqu'un qui est en train de apply pour un stage ou un premier job de choisir son boss ou ses tâches? C'est quoi le plus important pour toi à ce moment-là? C'est toujours les personnes les plus importantes, bien sûr. Et tu penses qu'on fait nos choix en fonction de ça en réalité?
Parce que non, moi, pas assez, ouais. tout ce à quoi j'ai apply, c'est des mots écrits, quoi. C'est genre une marque, une boîte. Ouais, bien sûr, mais parce qu'en fait, c'est très difficile de faire un choix de personne. Quand tu réponds à une offre de stage, tu réponds à une boîte, Ouais. tu sais pas qui tu vas rencontrer. Puis aussi, ils ont leur biais, quoi. Ils veulent juste. Enfin, ils Ouais. veulent un profil spécifique. Non, c'est difficile. Après, à chaque personne de choisir de rester s'il se trouve au bon endroit avec les bonnes personnes. Ça, c'est ça, c'est les choix, c'est de partir, de rester ou partir. Je mets une question dedans. Tu te sens manager ou leader? Plutôt leader. Plutôt leader? Ouais. C'est quoi la diff pour toi entre les deux? Ah bah moi je suis pas à manager les gens, à leur dire quoi faire. J'essaie de donner des directions qui me semblent intelligentes. Et puis je suis plutôt quelqu'un d'instinctif qui va avoir des idées, qui va sentir les choses. Je suis ton gut feeling beaucoup. Ouais, j'ai beaucoup Ok. de gut feeling et puis après je sais que je me trompe donc je m'accroche pas trop non plus à toutes mes convictions sinon voilà. Mais en tout cas, je ne vais pas aller me mettre à souffler derrière les gens, à les manager. J'estime que justement, les gens doivent se prendre en main, se responsabiliser, être autonomes. Et donc, pour moi, j'aime pas ce mot manager en fait. Managers. Ça me plaît pas du tout. Ok. Et d'ailleurs, chez Morning, on n'a pas de manager, on a des coordinateurs. Voilà. Ah, mais c'est La intéressant. Les différence, coordinateurs qui épaulent aussi des leaders pour voir que tout se met bien en place. les leaders, le leadership, c'est quelque chose de plus naturel. C'est une vision. Et t'as des stagiaires qui sont leaders naturels sur des sujets. Enfin, c'est vachement une personnalité. C'est des gens qui prennent naturellement plus de risques, qui prennent les choses en main, qui aiment prendre des décisions parce que c'est plus naturel. Ok. Voilà. Si demain Morning s'arrête, je veux savoir, je suis sûr que le sentiment que tu auras sur le côté négatif, enfin, il y en aura. C'est quoi le truc qui te fera le plus mal dedans? Si ça s'arrête, ça s'arrêtera forcément un jour d'ailleurs. Et puis, je vais pas rester non plus toute ma vie chez Morning, donc il y aura forcément une fin. Ça fait quand même 13 ans, hein, donc. And Voilà. counting. Et alors, c'est quoi ta question? Qu'est-ce qui me fera C'est quoi le truc où c'est quoi ton pincement au cœur? Est-ce qu'il est financier? Ah, je veux pas te. Non, bah non, financier certainement pas. Ah non, t'es déjà riche. Alors, non, il y a deux choses. J'ai une part de fierté d'avoir monté cette boîte et qu'elle fonctionne. Et donc, ça me manquera d'être le CEO de Morning. Je pense que, en fait, voilà, c'est chouette. En fait, je suis content. Ça me donne une sorte de statut social. Je sais pas comment tu l'appelles, mais bon, en tout cas, je suis content de représenter cette boîte. Je suis content de ce qu'on fait. C'est Voilà. prestigieux. Ouais. Ouais, Ok. je suis là, vraiment, je le dis sans. Voilà, je suis assez. Donc ça me manquera. Je pense que l'ambiance dans cette boîte, elle est dingue, donc ça me manquera aussi. Les gens avec qui je bosse en fait au quotidien me manqueront. Ok. Voilà. L'humain et en fait c'est pas du palpable. Ouais. C'est ok. Non mais très clair. Ouais, et je pense que ça fait aussi partie. Tu vois, enfin, j'ai quand même vendu une grande partie de mes parts, donc je pourrais arrêter de travailler demain matin et voilà. Là c'est du pur kiff aujourd'hui. Bah, je travaille plus pour le kiff qu'autre chose. Et avant tu le faisais quand même un petit peu pour l'argent aussi. Je le faisais par. Enfin tu liais les deux. Ouais, évidemment, tu fais jamais rien que pour l'argent en fait. Tu crées de la valeur et puis à un moment donné ça se transforme en argent et puis en fait tu te rends compte que tu as de l'argent sur ton compte en banque parce que bah, tu as bien fait ton boulot et Tu as déjà acheté ta moto, qu'est-ce que tu vas en faire? voilà, moi j'étais refait à 12 ans hein, si tu veux. Riche à 12 ans, quelle opulence. Bon, dernière petite question du tac au tac. Sur une échelle de 1 à 10, Clément, à quel point tu te considères heureux au quotidien? Je suis au max moi, vraiment. Donc Ouais. 10. Ouais. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu te considères riche? Ah, je suis au max. 10. Ah ouais. Ok. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job d'entrepreneur, toi, il t'apporte du sens dans ta vie perso? Je dirais plutôt entre 8 et 9. Je pense que j'ai peut-être envie de faire d'autres choses. Et donc, peut-être qu'il y a un moment donné où il faudra que je me pose vraiment sur la feuille blanche. Donc on n'est pas arrivé à la fin là. Bah, j'ai que 45 ans. J'ai peut-être encore 2-3 trucs à donner à ce petit monde. On verra si je trouve d'autres choses. Mais bon, je suis Ouais, pas on sûr te- que je trouve.
t'as ton retournant. Sur l'échelle de 1 à 10, à quel point ce quotidien d'entrepreneur te demande des efforts ou est difficile? Pour moi, c'est du pur plaisir. Je le ferais pas si c'était c'est un bon effort en fait. J'aime cet effort. Et c'est ma dernière question, je te le promets, et on va... Je te crois pas en fait. Le gars il dit ça depuis 10 minutes. Désolé. C'est parce qu'on prend beaucoup de plaisir. Je veux m'adresser à toi, mais je veux que tu vois tes filles. Je voudrais savoir... Elles sont encore jeunes, je crois, tu disais 6 et 9, c'est ça? Ouais. Moi, je veux créer mon média, mon nouveau média, je veux le créer. Il va s'appeler Héritage. Et il est articulé sur 3 valeurs. Je veux mettre en valeur... Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'allais dire une connerie, vas-y. En plus, tu m'as vu sérieux là. C'est toi qui veux me Héritage, casser vas-y, dedans. je te casse pas. Vas-y, héritage, les valeurs. Héritage, rêver, oser, créer. Ok, moi je suis convaincu qu'on a des rêveurs en France, on les met pas assez en avant. T'en fais partie, la preuve est via ce podcast et via tous tes confrères, consoeurs que j'ai reçus. Ma question elle est toute simple. À tes filles, je suis sûr et certain que tu veux qu'elles soient heureuses dans la vie. J'aimerais savoir sur cet aspect de rêver, oser et créer, c'est quoi le petit truc que tu leur donnerais? Tu vois, le petit, allez, à partir de 15 ans, c'est un peu le cerveau bien fait, mais qui leur permettrait d'accéder à ça, d'accéder à un job, d'accéder à un mindset qui puisse remplir ça, ces valeurs. Enfin, là, tu peux partir sur un délire d'une heure là, sur l'éducation. C'est toi qui es pris, hein. Non, mais c'est l'enfer, surtout avec l'IA aujourd'hui, de savoir ce que demain feront tes filles. Feront tes enfants. C'est vertigineux d'être complètement à la masse sur l'éducation de tes enfants, alors que quasiment les 3/4 des jobs ne seront plus là demain, si ce n'est tous. Moi, le seul truc que j'essaie de faire avec mes filles, c'est de leur transmettre le goût le goût de faire des choses par elles-mêmes, tu vois, d'avoir de l'intérêt, de les pousser, d'être libre, d'être créative. Mais franchement, c'est vertigineux en fait, le boulot de parents aujourd'hui. C'est un petit peu au quotidien, c'est saupoudré, c'est pas un grand conseil. C'est leur donner confiance. Général. Faut donner confiance en fait. Ok. C'est important, enfants. ça veut dire que quand tu leur retransmets tes valeurs, des expériences, de l'apprentissage, est-ce que tu fais en sorte d'enlever toutes tes peurs, tout le négatif, tous les petits traumas? Pas, en fait, c'est dur. C'est des éponges, donc elles font du mimétisme tout. Ouais, voilà. Donc non, mais de toute façon, il faut pas, faut accepter qui on est et que tu vas laisser un héritage quoi qu'il arrive à tes enfants. Alors moi, j'essaierai d'enlever une grosse dimension financière et de pas leur laisser trop d'argent, voire le moins possible, parce que je trouve ça aussi, c'est un boulet au pied d'avoir de l'argent quand tu démarres dans ta vie. Ouais, c'est anxiogène, ou alors t'en fais de la merde, mais t'es rarement neutre vis-à-vis de ça, quoi. Donc je pense que voilà, essayer de leur donner de la confiance en elles, de les rendre les plus libres possible. Et puis voilà, puis advienne que pourra. De toute façon, voilà, faut rester très humble vis-à-vis de notre rôle de parent, parce qu'il n'est pas du tout évident, quoi. On se donne rendez-vous dans quelques années, ce sera tes filles à ta place et on parlera de rêve ensemble. J'espère qu'elles me regardent, qu'elles nous regardent. Bon, un grand merci Clément, ça va, t'as fait du plaisir? J'ai dit c'était ma dernière question, c'était la question bonus. Yacine. Merci à toi, on a un petit peu croqué le temps, on est parti en full impro, on a un peu bifurqué, mais tu m'as donné encore plus envie d'y aller, et moi tout ce que je fais c'est de projeter mes peurs et que toi tu me les baisses, donc un grand merci pour ça, tu vois. Tout va bien, ça va bien se passer. Non, j'espère, d'ailleurs il l'a dit et je le redis, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message si jamais les mots, en tout cas sur héritage et la vision qui évolue au quotidien, en tout cas que j'ai partagé, si elle vous parle, n'hésitez pas à nous faire des retours si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, et moi j'aime bien terminer avec ça. Un grand merde à toutes les personnes qui osent, créent et qui rêvent. Putain, j'allais l'oublier, merde. À très vite. Ciao. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On
a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.